Hop, On voilà, est en live. on est en live. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce... Alors, je vais juste, pour éviter les échos, là, faire une petite manipulation. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Je suis hyper heureuse ce soir de recevoir une invitée spéciale. Donc, c'est dans le cadre des interviews en live, interviews sur le thème de la connaissance de soi. Et donc, j'ai la chance d'avoir avec moi ce soir une coach en connaissance de soi, donc passionnée par l'énéagramme depuis plus de 15 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Et donc, qui vous aide à retrouver la joie d'être soi. Donc, voilà, donc connaissance de soi. Donc, moi, je fais ces interviews dans le cadre aussi donc, des interviews Maîtri Yoga. Donc, le yoga, vous savez que c'est aussi un chemin de connaissance de soi et j'aime bien faire découvrir aussi les outils autres que le yoga, les outils modernes. C'est bien de compléter tout ce qu'il est possible de compléter pour encore mieux se connaître. Voilà, donc c'est vraiment une nécessité pour moi, la connaissance de soi. Je ne sais pas ce que t'en diras, Cécile. Une nécessité, ouais, c'est essentiel. C'est le yoga d'ailleurs, les yoga sutras, les textes anciens, les sages, on va dire, incitaient à s'observer, à s'étudier, à se connaître, puisque pour eux, c'était c'est le début de la sagesse en fait. Selon la philosophie donc yoga ancestrale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le but du yoga, c'est de se libérer des souffrances et qui sont causées principalement par l'ignorance, la méconnaissance, notre mental aussi. Voilà. Donc, voilà, j'ai vraiment le plaisir ce soir de recevoir une passionnée, Je pense que le mot est faible, oui, oui. une grande passionnée par le développement humain depuis 5-15 ans. C'est ça. Flora, qui a été reconnue dès son plus jeune âge au potentiel neuroatypique, qui a également un master en ressources humaines, qui a travaillé dans la banque comme moi, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, je vais la laisser se présenter, parce que là, je l'ai présentée brièvement, si on peut rajouter. Oui, alors moi j'ai partagé sur mon mur et sur le groupe les passionnés de l'énéagramme. Comme ça, on a un maximum de gens qui peuvent nous dire s'ils se connectent, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils se situent, d'où est-ce qu'ils nous écoutent. Et surtout, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser tout au long du live. À la fin, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis surtout même après, pour ceux qui le regarderont en replay, ça sera un plaisir de vous répondre. Je crois que tu m'as déjà bien présenté. Oui, je suis tombée dans la marmite de l'énéagramme quand j'étais ado, pas par hasard, bizarrement. En remontant le fil de cette période, je me suis rendu compte que l'énéagramme est tombé dessus au moment où j'en avais le plus besoin. C'est-à-dire que j'étais dans une période où je vivais du harcèlement scolaire, où j'étais pas trop dans la joie d'être moi et où ma personnalité dérangeait les petits camarades de classe. Donc moi, j'étais dans une école privée à Genève. Et je faisais un petit peu tâche dans cet environnement-là. Et j'étais extrêmement malheureuse et je vivais vraiment, vraiment quelque chose de pas cool. Et puis là, il s'avère qu'une dame que je connaissais très bien, qui était la maman de mon premier amoureux, m'a parlé de l'énéagramme alors qu'on était en vacances. Et ça a été un coup de cœur. Tout de suite, je me suis dit, waouh, mais c'est génial ce truc. C'était comme si, en fait, ça me donnait les clés pour arriver à mieux me comprendre, à comprendre comment je fonctionnais, et j'ai surtout pigé à ce moment-là que je pensais être libre. Enfin, j'avais l'impression que j'étais libre de mes mouvements, de penser ce que je pensais, de dire ce que je disais. Et en fin de compte, je me suis dit, waouh, en fait, non, tout ce bazar, c'est conditionné par une peur hyper archaïque. Et donc, en fait, pour répondre à toutes les questions que j'entends tous les jours, ben non, l'énéagramme, il vous enferme pas dans une boîte. La boîte, vous y êtes déjà depuis tout petit, puisqu'en fait, finalement, vos comportements sont conditionnés par une peur de base,
une peur qui s'est conditionnée au niveau archaïque entre vos 0 et 6 ans et qui va conditionner votre système de pensée, vos agissements, vos évitements et donc les comportements. Et donc à ce moment-là, quand je comprends ça, je me dis waouh, donc non seulement j'arrive à mieux me piger, mais j'arrive à piger les gens qui sont autour de moi. Et là, je me dis, ça me donne du coup des clés supplémentaires pour arriver à mieux comprendre le monde dans lequel je vis, les interactions avec les gens. Et donc, effectivement, moi qui avais toujours l'impression d'être le vilain petit canard dans la classe à cette époque-là et à pas prendre ma place et à vraiment pas savoir comment gérer en fait ma personnalité parce que j'oscillais entre voilà quelqu'un de très exubérant, folle dingue, je rigolais toujours à gorge déployée, etc. Et en même temps des grandes phases à me dire mais je suis pas adaptée, mais qu'est-ce que je fous là, mais c'est pas possible, je suis vraiment pas à ma place. Et en fin de compte, l'énéagramme, ça m'a beaucoup aidé. Quand vraiment, j'ai découvert ça à 16 ans, ça m'a énormément aidé. Et je me suis toujours dit, je me le dis toujours, mais nom d'un chien, si les ados ou si vraiment même les ados à partir de 12 ans pouvaient avoir quelqu'un qui leur permet, comme moi, de se comprendre, de comprendre ce qui leur arrive, de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, de comprendre les lunettes au travers duquel ils regardent le monde, qui comprennent un peu leur vision du monde. Moi, j'aime bien dire un peu ce qu'il y a sous le moteur, ce qu'il y a sous le capot, le véhicule qui les conduisent depuis tout petit. Ça ferait une grande différence. Et notamment et surtout aussi pour l'orientation, parce que le fait de bien se connaître permet d'éviter bien des conneries dans les choix qu'on fait pour notre orientation scolaire et même professionnelle. Alors, je dis pas qu'on n'en ferait plus du tout, parce que ça serait pas marrant, mais en tout cas, je pense que de bien se connaître, ça, à cet âge-là, ça peut vraiment notamment aider l'orientation scolaire. Alors, juste un petit mot pour nos auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions. Et j'allais Oui. poser une question aussi, savoir tout simplement si vous connaissiez déjà l'énéagramme ou pas, ou si c'est jamais entendu, ou des gens, voilà. Petit. Ouais, ça c'est intéressant. S'il y en a qui savent pas, parce que de toute façon, je vais vous Et, expliquer ce que c'est. ouais. C'est pas un gros mot Ouais. du tout. La chance, je trouve, c'est une grande chance de découvrir cet outil de développement personnel, hein, si on peut dire, de connaissance de soi. À 16 ans, effectivement, si je me vois même à mes 16 ans. Ouais, je pense que ça peut bien aider pour bien démarrer dans sa vie. Et c'est ça qui aussi, je voulais te poser la question, parce qu'on en revient à la connaissance de soi. Du coup, pourquoi apprendre à se connaître? Pourquoi justement utiliser des outils pour mieux se connaître? Pour moi, ma réponse, c'est que ça permet de s'épanouir, de piloter sa vie, si j'ai envie de dire, de pouvoir s'accomplir. Si on ne se connaît pas, c'est un peu compliqué. Toi, je ne sais pas quel Bah, est. moi, je trouve que déjà, c'est un outil qui fait gagner un temps de dingue, mais surtout parce que ça permet la liberté. En fait, l'énéagramme, alors là, je vais prendre un gros contre-pied par rapport à tous les bouquins que vous avez pu lire sur l'énéagramme ou même toutes les petites formations que vous avez pu faire. L'énéagramme, c'est pas une définition de 9 personnalités comme ça avec enfin c'est pas une définition de 9 types de comportements, c'est beaucoup plus riche que ça. Dans les bouquins vous allez dire oui c'est la cartographie de la psyché humaine, ça décrit des comportements, voilà. En fait moi je vais partir du principe que l'énéagramme décrit des tensionnalités, c'est-à-dire qu'on a tous à l'intérieur de nous des tensions. Je vais prendre un exemple tout con qu'on connaît tous, la fameuse personne qui fait passer tout le monde avant elle, qui est dans le don, qui est dans le sacrifice. Mais vas-y, mais mon chéri, mais voilà, qui est toujours dans le fait de rendre service, qui est dans la rondeur, qui est dans le fait de vraiment faire plaisir. Tu vois vraiment voilà. C'est très important pour cette personne. Et du coup, en fait, elle néglige complètement ses propres besoins. Et il y a un jour où ça explose. Et en fait, on sent que la tensionnalité, c'est entre faire plaisir et se faire plaisir. Et donc, on va regarder que, en fait, l'idée, à aucun moment, c'est de complètement couper une partie de nous ou de complètement changer. C'est juste de comprendre qu'il y a une tension en nous comme ça et qui fait que quand on va trop dans un sens, ben, ça nous fait aller dans le mur parce que souvent, en fait, on arrive au point de j'en ai marre de m'occuper de vous, j'en ai marre de vous faire passer à vous, moi aussi, maman aussi, elle peut penser à elle.
Et du coup, tout d'un coup, en fait, on envoie tout le monde chier et hop, on passe dans l'extrême inverse qui pourrait ressembler à de l'égoïsme et c'est pas beaucoup plus équilibré. C'est pour ça que l'énéagramme, ce que j'aime bien, c'est que ça décrit des tensionnalités. C'est surtout ça. Et ça, il y a très peu de bouquins qui en parlent et on va souvent entendre des profils énéagrammes décrits avec des comportements et des mots qui sont des adjectifs qualificatifs ou même des mots, des mots valoriels. Par exemple, le perfectionniste. Moi aussi, j'ai des côtés perfectionnistes, pourtant je suis pas le profil perfectionniste. Les dents, l'épicurien. Donc, tous ceux qui aiment bien bouffer et bien boire, ils vont se reconnaître dans l'épicurien parce qu'en fait, c'est un mot qui est très enfermant et derrière lequel on a mis tout un tas de choses. On se représente tout un tas de choses et les représentations sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est pour ça que moi, ma façon de présenter l'énéagramme, c'est de dire, en fait, le profil qu'on dit perfectionniste, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il vit une tension entre maîtrise et lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, dans sa vie, son mode d'attention, c'est l'erreur, c'est de voir comment les choses pourraient être améliorées. C'est un idéaliste, c'est quelqu'un qui a un haut niveau d'exigence pour lui-même, qui a un juge intérieur très très haut. Et donc, son point d'amélioration, c'est d'être un peu plus dans le lâcher prise, c'est d'être un peu plus dans le jeu, c'est de se lâcher un peu la grappe, c'est de reconnecter à l'enfant intérieur, c'est d'aller dans un peu plus de spontanéité, un peu plus de fun. Et donc, en fait, l'idée, c'est toujours un peu comme mais dans le yoga, je pense, on en parle du yin et du yang, des équilibres, des polarités. C'est comme dans tout. L'idée, c'est juste d'aller rééquilibrer et de trouver ce qui est un peu plus juste. Parce que l'énéagramme, ce que ça nous raconte, c'est que petit, il y a une peur qui s'est cristallisée. La peur de pas être parfaite, la peur de pas être aimée. La petite fille qui, par exemple, est trop fière parce qu'elle a acheté une petite robe, elle se pointe devant son papa, elle dit, regarde comme je suis belle. Il dit, pousse-toi, il y a le foot. Ah, ben, blessure de rejet ou blessure d'abandon ou peur de, bah tiens, bah si en fait, à chaque fois que je vais essayer de choper de l'attention de papa, en fait, il me regarde pas. Et donc, en fait, toutes ces petites choses-là qui sont anodines, elles vont conditionner, elles vont créer une peur qui va conditionner un évitement, qui vont conditionner des comportements. Et l'énéagramme, ce qui est la différence, cet outil, c'est qu'il nous décrit ce qui motive les comportements. Et donc, à comportement égal, vous allez avoir des motivations différentes. Si par exemple, votre mari rentre du travail et que vous avez à cœur de lui préparer systématiquement son petit apéro, son petit truc, machin. Est-ce que votre motivation, c'est lui faire plaisir parce que vous savez ce qui va lui faire plaisir et vous espérez en retour qu'il vous dise, ah là là, ma chérie, vraiment, qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est trop chouette que tu arrives à deviner ce dont j'ai besoin, c'est trop cool, merci, merci, merci. Ou est-ce qu'en fait, vous le faites parce que vraiment, vous avez envie de passer un bon moment. Vous savez que si vous préparez son apéro, il va être détendu. Vous allez tous les deux boire un verre. Vous allez passer un bon moment. Et en fait, c'est plus un plaisir même égoïste de se dire, bon, bah voilà, si lui, il arrive, il est détendu. Dans ce cas-là, on passe une bonne soirée et c'est cool. Et donc, en fait, je le fais aussi et surtout pour moi. Et à le comportement égal, on voit qu'il y a des motivations différentes. Et donc, c'est en ça que l'énéagramme, vous allez jamais pouvoir trouver votre profil énéagramme avec un test et que les tests vous donnent souvent des résultats faux. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a besoin d'un questionnement poussé pour aller vous chercher sur quelle est votre peur de base, qu'est-ce qui motive vraiment ce comportement, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, pour revenir vraiment au truc qu'il y a derrière, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez ces comportements-là dans la vie et qui parfois vous amènent à votre perte parce que parfois on est victime de nos comportements parce qu'en fait on est tellement drivé par cette peur. Par exemple, si je prends le profil 6 qui est aussi entre confiance et méfiance, ben la méfiance à grande échelle, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner de la parano, ça peut donner de la lecture de pensée, ça peut donner des projections, ça peut donner tiens, ah bah il m'a regardé comme ça, donc ça veut dire que, et donc du coup ça peut devenir malsain. Et c'est pour ça que l'énéagramme et le fait de se connaître, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir en tête les polarités sur lesquelles il faut faire attention pour essayer d'équilibrer un maximum. Et j'aime bien dire d'être alerte par rapport aux voyants qui peuvent s'allumer. Sur le tableau de bord de la voiture, quand tu vois le voyant d'huile qui est allumé, tu sais qu'environ, tu as une autonomie de 30 km, il va falloir à un moment donné en remettre, ça presse pas. Quand il y a marqué erreur moteur et qu'il y a tout qui sonne, tu sais que là, faut vraiment t'arrêter. Bah, c'est un peu pareil avec l'énéagramme, c'est que ça va permettre de piger à quel moment, en fait, vous êtes en train d'être dans votre compulsion et de faire quelque chose qui est délétère pour vous ou de nourrir votre ego ou de faire quelque chose qui va vous mener dans le mur. Et donc vraiment de développer l'observateur intérieur
et de se rendre compte de, tiens, quand je fais ça, mais oui, mais oh là là, putain, je suis encore en train de proposer mon aide et d'aider alors qu'en fait, on me l'a pas demandé. Et puis derrière, parce qu'en fait, j'ai ce besoin viscéral de me rendre utile, voilà, de rendre service. Et non, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça, qui en reviennent après des formations Enneagramme en disant, bah, en fait, j'ai progressé, maintenant, j'attends qu'on me demande de l'aide. Et, et ça change beaucoup de choses dans leur rapport aux autres et dans leur rapport à eux et en fait, d'être un peu en paix avec soi-même. Donc, l'idée, c'est pas de devenir parfait. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on fonctionne et surtout pour être, j'ai envie de dire, plus libre, plus heureux et plus autonome et voilà. Ouais, ceux qui sont en quête de bien-être, voilà, ça permet d'être en adéquation avec donc tes valeurs, tes besoins et justement éviter les frustrations, éviter tout ça, quoi. Donc mieux se connaître, puis aussi comme tu l'as dit, du coup mieux connaître les autres et puis mieux connaître le monde, c'est une compréhension après. Tu te rends pas compte le nombre de gens en formation qui disent ah mais on voit pas tous ça comme ça? Non. Par exemple, tu as des gens qui naturellement sont des bons vendeurs d'eux-mêmes. Tu vas aller voir en entretien. Moi, j'ai fait des RH pendant 9 ans. Naturellement, mais ils n'ont pas de mal à parler d'eux parce que en fait, ils sont en référence interne. Ils n'ont pas de mal à parler d'eux. Ils n'ont pas de mal à être des bons commerciaux d'eux-mêmes. Quand on leur demande des qualités, c'est plutôt facile. Bah oui, bah d'ailleurs, je peux vous en donner plus que 3. Il y en a des comme ça. Puis t'en as, ça va être une qualité, et là, c'est la panique. Et c'est vraiment la panique parce que tu as des gens qui n'imaginent même pas qu'ils ont une qualité. Ou alors, de toute façon, s'ils ont une qualité, ils peuvent même arriver à la transformer en défaut. Et c'est impressionnant parce que tu vois qu'il y a franchement des personnes qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas l'attention portée sur les mêmes choses. Il y a des gens qui ont leur attention portée sur ce qui manque, qui peuvent être très nostalgiques, très mélancoliques, très tournés sur ah bah l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais oui mais moi il me manque un truc, ouais, mais moi je suis pas complet, ouais mais en fait je suis sûre que moi il y a un truc qui est défaillant chez moi. Alors que t'en as pour qui dans leur vision du monde, c'est carrément l'inverse. C'est la vie est un vaste terrain de jeu, amusons-nous, faisons-nous plaisir. Bon, la mélancolie, bah, on verra plus tard. Et dans les deux modes dont je t'ai parlé, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Même si d'apparence, le deuxième dont j'ai parlé, il a l'air beaucoup plus sympa. Mais le deuxième dont j'ai parlé, il a du mal à gérer ses émotions négatives. Il les met un peu sous le tapis. C'est souvent, oh, une perdue, 10 de retrouver. C'est pas grave, on sort, on va boire un verre. Mmh. Et pas forcément, du coup, une très bonne gestion de ce qui se passe dans la cave émotionnelle. Et du coup, le jour où ça pète, bah, celui-là, il n'est pas armé, en fait, pour faire face à ça. Et c'est en ça que l'énéagramme, c'est chouette, parce que moi, très, très jeune, quand on m'a dit, oh là là, les profils comme toi, bah, tu sais, souvent, bah, à 30 ans ou à 40 ans, ça peut donner ça ou ça. Ou pousser à l'extrême, ça peut donner ça. Ou quand ils vont vraiment mal, ça peut donner ça. Et c'était hyper intéressant parce que le jour où je l'ai vu venir, c'est pas que j'ai pu l'éviter, mais en tout cas, j'ai su que j'étais en train d'aller très, très mal. Et j'ai pu dire au médecin, là, ça, c'est pas moi. Là, d'être comme ça, d'avoir ce type d'attitude, je sens que c'est pas une évolution naturelle de moi. Là, c'est vraiment, ça part en cacahuète. Et en ça, l'énéagramme m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mmh. Pour revenir, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs comme moi qui connaît un petit peu l'énéagramme de façon superficielle, juste un peu redéfinir qu'est-ce que l'énéagramme et pour expliquer là, parce qu'on a parlé un peu des personnes, on a un peu juste pour revenir, pour recaricaturer la chose pour ceux qui sont complètement novices. Simplement, l'énéagramme, c'est une figure à 9 côtés qui ressemble à ça. Tadam! Et donc, l'énéagramme, non seulement c'est une figure à 9 côtés, donc Énéa 9 grammes figure, et on en retrouve des traces sous Pythagore, donc c'est assez ancien quand même. Et vous allez retrouver plein de règles mathématiques dans l'énéagramme, dont le nombre d'or, etc. Et il faut savoir que c'est un outil qui cartographie la psyché humaine et qui cartographie 2 tiers de la psyché humaine. Récemment, des psychologues ont découvert qu'ils ont pu faire certifier un test psychologiquement qui permet de trouver son profil, on va dire, à 90%, et s'ensuit un questionnement derrière par un formateur ou un coach qui permet quand même d'attester qu'on arrive à trouver le profil de base. Et ensuite, l'énéagramme, c'est pas que 9 profils, c'est surtout très évolutif parce que ça permet de voir quelles sont les polarités qu'on peut utiliser, quelles sont les polarités auxquelles on est connecté. Je reviens sur la figure, regardez bien la figure.
Sur la figure de l'énéagramme, il y a beaucoup de connexions en fait sur la figure. Et c'est en ça que c'est hyper riche. Et il n'y a pas beaucoup d'outils en fait qui offrent ça. C'est dire, OK, voilà ma base, voilà ma peur de base, voilà ma langue maternelle. Et vous pouvez vraiment comparer ça à la langue maternelle. On a une langue maternelle. On peut devenir bilingue en anglais, on peut devenir trilingue en espagnol, en italien. Et quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, vous allez voir que sous stress, si vous arrive une situation vraiment de grand stress ou dans un effet de panique, vous allez toujours revenir à votre langue maternelle. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que j'ai mes pieds, où est-ce que je peux aller avec l'énéagramme, qu'est-ce que je peux explorer, qui sont mes voisins, qui colorent aussi mon profil. Et c'est en ça que je trouve cet outil tellement, tellement riche. Parce qu'on dit qu'il y a 9 profils, en réalité, il y en a 27 avec les sous-types. En réalité, il y en a même 460 si on rajoute les ailes, les flèches, les polarités, les intégrations, les désintégrations. C'est pour ça que c'est un outil qu'on ne peut pas maîtriser en lisant l'énéagramme pour les nuls en 5 minutes. C'est très, très, très complexe, très riche et très évolutif. C'est pour ça que les personnes qui me disent souvent « Oh là là, mais quand même, il n'y a pas que 9 personnalités. » Bah non, c'est beaucoup plus riche que ça. Et du coup, on a, on va dire, 9 peurs de base. Donc, tu m'avais dit que tu voulais que je fasse un peu le tour vite fait. Oui, alors juste pour revenir, donc du coup, alors peut-être je me trompe, hein, mais c'est une question. Si j'ai bien compris, si on trouve sa peur de base, si on connaît sa peur de base, on sait ce qui nous fait le plus peur, on peut retrouver son profil du coup. Oui, alors en fait, c'est pas. En fait, j'ai envie de te dire, oui, encore faut-il arriver à mettre en conscience que c'est ça qui nous drive. Je te donne un exemple. Dans l'énéagramme, le 9, on dit que sa peur, c'est la peur du conflit. Qui peut se vanter d'aimer les conflits? Moi, personnellement, j'ai pas peur des conflits. Oui, mais il n'y a pas que le 9, en fait, qui a peur des conflits. Moi, Sauf que lui, c'est finalement la peur du conflit, ça veut dire quoi? C'est la peur de couper le lien, parce que le profil 9 dans l'énéagramme, c'est celui qui est en reliance avec la nature, avec les gens, avec les autres, et il est relié au grand tout. C'est comme si, en fait, il se reconnaissait en toi quand tu parles, dans ton point de vue, il pouvait reconnaître une part de lui. Il peut être d'accord un petit peu avec tout le monde. Il est très consensuel. Il est très dans le lien à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a peur du conflit. C'est qu'il va rarement se positionner de manière tranchée et frontale. Parce que pour lui, c'est extrêmement compliqué. C'est comme s'il coupait une partie du lien dont il a besoin, dont il est naturel, enfin, avec lequel il est naturellement relié à toi. Et c'est pour ça que, en fait, souvent, le profil 9, c'est celui qui a du mal à prendre sa place parce qu'il est dans un oubli de soi total. Il est tellement relié à tout que finalement, il n'y a plus trop de frontières entre lui, les autres, ce qui se passe, les situations. Et souvent, en fait, il peut être un peu fondu dans ce qui se passe. D'ailleurs, on a beaucoup de profils 9 qui ont des problèmes avec les priorités. Tu vois, c'est comme un peu un élastique qui se tend comme ça. Et en fait, c'est en ça on parle de peur du conflit et de la séparation. Et quand on le lit comme ça, il peut y avoir plusieurs personnes qui se retrouvent derrière cette peur. Ouais, parce que qui aime le conflit? Personne n'aime le conflit. Moi, par exemple, si on m'avait présenté l'énéagramme juste avec les 9 peurs, franchement, la peur du conflit, clairement, j'aurais dit oui, carrément, moi. Mais c'est pas ma peur de base. Et quand on m'a décrit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances les profils, c'est là où j'ai pu m'en connaître et dire, ouais, en fait, c'est pas celui-là. Et des fois, ça met du temps. Et j'ai envie de dire, plus on avance dans l'âge et plus il est difficile de trouver son profil énéagramme. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu brièvement les 9 types justement Ouais, de personnalité, passer un petit peu là, parce qu'on mais en a bien parlé un petit sûr. peu. Dans l'énéagramme, tout va par trois. Alors déjà, il y a 3 centres. Il y a le centre tête, il y a le centre cœur et il y a le centre instinctif. Je vais essayer de faire court. Dans le centre instinctif, on a le 1, le 8 et le 9. Le 1, l'attention, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on l'appelle le réformateur dans l'énéagramme. Pourquoi? Parce que son mode d'attention, c'est l'erreur. C'est comment les choses pourraient ou devraient être. Et en fait, c'est un grand idéaliste. Il a un niveau d'exigence très élevé pour lui, un juge intérieur assez dur et un soi parfait. Tu vois, le driver, le moteur interne, c'est soi parfait. Et donc, derrière, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça peut donner quelqu'un qui a une volonté de bien faire et qui a son mode d'attention, c'est l'erreur. Donc, ça peut être détecté, ça peut être celui qui détecte les fautes d'orthographe, mais ça peut être celui qui détecte, peu importe, peu importe son métier, peu importe ce qu'il fait. Mais l'idée, c'est que souvent, vous allez voir des comportements, ah, ben, c'est celui qui est maniaque. Non, pas forcément. Il y a des 1 qui peuvent être complètement
bordélique. Mais c'est l'idée de voir que il a un idéal pour le monde, pour la société, pour peu importe un projet ou comment les choses devraient tourner. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a un niveau d'exigence et qu'il va avoir une volonté de bien faire les choses. Et sa tension, c'est entre maîtrise et lâcher prise. Ensuite, on a, donc, toujours dans le centre instinctif, on a le profil 8. Alors lui, le profil 8, c'est celui qui arrive en force. C'est le leader, c'est le rock, c'est l'indépendant. C'est souvent celui qui, vous savez, qui se met en colère, qui est un peu charismatique comme ça, qui peut faire peur. C'est ces figures comme ça très, qui peuvent même faire un peu peur par leur autorité naturelle. Ils n'ont pas forcément besoin de parler et on sent qu'ils sont bien là, quoi. Et donc, eux, finalement, la tension qui existe, c'est entre la force et la faiblesse. Ils passent en force pour cacher le petit cœur tout mou qui est à l'intérieur. Et en fait, finalement, ce sont de grands protecteurs, ce sont des gens qui sont très entreprenants, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont beaucoup dans l'action. Tu vas souvent les entendre dire on y va, on avance, on tape dedans. Et c'est des gens très tranchés, très noir-blanc, très binaires, très énergiques. Et ce sont aussi de bons profils de loi, mais eux, la loi, c'est pas forcément par rapport à eux, c'est surtout par rapport aux autres. Et ils vont souvent dire, ouais, faut faire comme ça. Et tu les vois faire autrement et tu te dis, ah bon, d'accord. Donc c'est souvent ça, ses propres règles chez le profil 8. Et au milieu, on a notre profil 9. Donc le profil 9, c'est celui dont je parlais. C'est celui qui oscille entre oubli de soi et prendre sa place. Et donc, c'est notre pacifiste, c'est notre médiateur, c'est l'affable, c'est celui qui va être dans le consensus, qui va arrondir, qui est plutôt anti-retrait, qui a plutôt une voix posée, une voix calme, monotone. C'est celui qui va nous apaiser. Moi, j'aime bien dire que c'est la camomille, le profil 9. Alors, à l'intérieur, c'est pas forcément ce qui se passe pour lui, parce qu'il peut beaucoup douter, il peut beaucoup être en colère et pas forcément ressentir que c'est de la colère dans un premier temps. Et c'est en ça que l'énéagramme va être riche. C'est lui permettre de conscientiser en fait tout ce qui se passe à l'intérieur et de se reconnecter à lui et à pouvoir vraiment prendre sa place dans le monde. Mais voilà, c'est notre consensuel dans l'énéagramme. Après, dans le centre émotionnel, donc on est dans une problématique de reconnaissance, on a notre profil 2, bah, c'est entre faire plaisir et se faire plaisir. Et donc la tension, c'est est-ce que je fais passer les autres d'abord parce que lui, il a un radar pour faire plaisir. Il sait avant vous que vous allez avoir besoin d'un truc. Vous rentrez dans une pièce, vous regardez en direction de la machine à café, il a déjà couru vers la machine à café pour vous faire un café parce qu'il a senti que c'est ça qui vous ferait plaisir. Et ça peut être top, sauf que ça peut vraiment mener à ce qu'un jour, ils vous disent, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec toute la dévotion que j'ai eue pour toi, j'ai jamais eu un merci, j'ai jamais eu quoi que ce soit, parce que, en fait, ce dont il a énormément besoin, c'est d'amour et de reconnaissance. Parce que lui, son cadeau, le cadeau avec lequel il est venu au monde, c'est l'amour, c'est la gratitude. Et naturellement, il se met en lien avec vous. Il est vraiment à cœur de vous faire plaisir et de vous satisfaire. Ensuite, on a notre profil 3 dans l'énéagramme, c'est l'énergique, c'est le gagnant, c'est le battant. Et en fait, lui, il a une tension entre être et paraître. Souvent, ce profil-là, il va s'identifier à ses réussites, à ce qu'il fait. Et sa peur, ça va être l'échec. Et quand on a peur de l'échec, ça peut donner un côté battant, ça peut donner un côté promoteur, un côté on y va, un côté action, un côté locomotive. Mais surtout, ça peut amener aussi à mentir, pour cacher ses échecs et parce que si on brille quand on réussit et si j'ai compris petit que le monde valorisait les gens qui faisaient bien, qui étaient les meilleurs ou qui avaient des bonnes notes, ben je vais me sentir tout pourri et ne pas avoir de valeur si je réussis pas et si je ne suis pas dans le succès. Ensuite, on a notre profil 4 dans l'énéagramme. Donc, notre profil 4, il oscille entre la peur du manque et la plénitude. Et donc, c'est celui, souvent, on va l'appeler le tragico-romantique, qui va voir ce qui manque, avoir l'impression qu'il y a une défaillance chez lui, qu'il y a un truc qui lui manque pour être pleinement complet, pour être pleinement heureux. Et c'est celui qu'on va voir, il a un sens de l'esthétisme très, 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 très poussé, le sens du beau. Souvent, il va vous faire des photos magnifiques. Vous allez voir sur son profil, il peut voir, par exemple, le sens vraiment de la belle photo, d'avoir pris les choses sous un angle que vous n'auriez pas vu. Parce qu'il a vraiment ce sens de la beauté dans l'objet, de la beauté dans la tenue, de fait de personnaliser. Il va s'acheter quelque chose, il va le personnaliser. Et c'est le grand sensible dans l'énéagramme, notre profil 4. C'est celui qui va passer par une palette émotionnelle énorme. Et c'est souvent celui à qui on va dire, mais t'as pas fini de pleurer ou de chialer.
Ben ouais, mais en fait, c'est un de ses talents, en fait, justement, c'est d'être extrêmement sensible, d'être à fleur de peau avec ses émotions et de pouvoir les exprimer et de les transformer dans la matière. C'est pour ça que souvent on les appelle des artistes. C'est parce que souvent, mais pas tout le temps, ce sont des personnes qui arrivent à transformer ça en quelque chose de beau et d'artistique et de créatif. Ensuite, on a notre centre mental. Et dans le centre mental, on a complètement l'opposé du profil 4, on a le profil 5 qui, lui, est une tête. Et donc, en yoga, c'est intéressant parce que tu verras que c'est des gens qui sont pas du tout connectés à leur corps. De manière générale, les mentaux, en fait, ça se passe plutôt là. Ils vont analyser ce que tu dis pour essayer de comprendre ce que tu dis, pour essayer de comprendre comment il faut bien faire les choses ou comment il faut faire les choses. Mais ils vont analyser avec la cafetière, avec ce qui se passe ici. Et donc, notre profil 5, lui, il oscille entre accumuler de la connaissance et partager sa connaissance. Et donc, souvent, ça donne quelqu'un qui est très en retrait, qui parle peu, qui accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances pour comprendre le monde afin de s'y impliquer peut-être. C'est quelqu'un qui va vraiment choisir ses mots, c'est l'analyste, c'est l'observateur, c'est l'expert, c'est celui qui peut avoir vraiment des sujets très pointus de prédilection, les appareils photo Leica entre 1970 et 1980, tu vois, des domaines d'expertise assez pointus. Et finalement, celui-là, il va avoir du mal à aller s'impliquer et à aller partager en fait sa connaissance et s'impliquer dans le monde parce qu'il a peur de l'intrusion. C'est pour ça que c'est souvent quelqu'un que tu vas voir en retrait, rarement dans les trucs mondos, dans les trucs mondains, les réunions de famille où il y a plein de bruit, où il y a, voilà. Ensuite, on a notre profil 6. Celui-là, c'est celui qui oscille entre confiance et méfiance. C'est celui qui doute. Et son rapport au monde, c'est le monde est insécure, donc il faut prévoir, il faut anticiper, il faut avoir prévu tous les scénarios. Et c'est pourtant quelqu'un qui a une intuition très, très, très bonne et qui a du mal à l'écouter puisque c'est son mental qui reprend le dessus très souvent pour aller lui dire oui, mais t'as pensé à ça. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu passes par là. Mais imagine, il y a des bouchons. Et en fait, s'il y a des bouchons, du coup, tu arrives en retard. Alors qu'en fait, tu pourrais prendre ce raccourci. Mais si tu prends ce raccourci, regarde, la dernière fois, tu as pris ce raccourci et finalement, là, il y avait un tracteur. Donc, en fait, et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'essuie-glace parce qu'en fait, il balaye sans arrêt toutes les options. Puis du coup, après, il appelle quelqu'un pour avoir son avis. Puis un autre quelqu'un, puis une quatrième personne. Puis la quatrième personne lui dit, mais t'as déjà appelé Pierre-Paul Jacques, pourquoi tu m'appelles moi pour avoir mon avis du coup? Enfin, et à la fin, bah, c'est encore plus compliqué de se faire un avis parce qu'on a eu encore plein d'avis différents. Et lui, il a énormément de mal à se faire confiance. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner dans les comportements? C'est le fait de faire de la lecture de pensée et des projections et de se dire, ah, t'as vu comment il m'a regardé? C'est bizarre, non? Et ça peut donner ce genre de comportement. Je vois que ça te fait rire. Ça donne peut-être une indication. Je connais. T'en connais? Mais oui, on en connaît tous des qui. Non, c'est pour ça. Donc ça, c'est notre profil 6 dans l'énéagramme. Celui qui est très, 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 très fort dans l'anticipation et qui peut être très, très, très dévoué. C'est pour ça que souvent on dit, ah, c'est le syndicat, parce qu'en fait, il peut vraiment se vouer à une cause et rassembler autour d'une cause pour aller défendre un groupe. Et enfin, notre profil 7 dans l'énéagramme, c'est l'optimiste, celui qui se dit le monde est plein de frustrations, amusons-nous, faisons-nous plaisir et surtout pas de contraintes. Je supporte pas les contraintes, je supporte pas l'enfermement. Donc maintenant, on va s'amuser. Un de perdu, 10 de retrouvé et qui a ce mécanisme de rationaliser et de toujours voir le côté positif des choses. Et c'est pour ça que je disais que celui-là, il n'est pas du tout armé pour les moments où ça part en cacahuète, pour les moments de tristesse, pour les moments de deuil, pour les moments où ça va pas. Et c'est celui qui est voué à aller le plus mal quand ça va mal, puisque c'est celui qui est le moins équipé, parce que c'est celui qui y va très, très, très rarement dans cette zone d'inconfort. Contrairement au profil 4 dont je parlais tout à l'heure, qui lui, souvent dans son téléphone, a une playlist pour pleurer. Et souvent, le profil 7 le regarde en mode, toi, t'as une playlist pour pleurer, mais moi, quand je suis triste, en fait, je mets une chanson pour rigoler, je mets pas une chanson pour pleurer. Et c'est là où c'est drôle, parce qu'en formation, c'est là où tu vois qu'il y a des visions du monde qui sont là face à face et qui se regardent comme ça en mode ah ouais, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ah bah alors là, j'étais pas au courant du tout. Waouh. Et ça permet du coup de développer la compassion. Mhm. La Parce qu'à tolérance. partir du moment où tu comprends comment l'autre fonctionne, que tu comprends avec quelles lunettes il regarde le monde, dans quelle basket il marche, comment il appréhende les choses, quelle est sa peur de base, de quoi il a peur, qu'est-ce qui fait que
En fait, il est comme ça dans l'anticipation, mais c'est parce qu'en fait, il a soit tellement peur d'être imparfait, soit tellement peur de pas être aimé, soit tellement peur d'échouer. Bah, du coup, ça permet de mieux comprendre ce qu'il se joue, en fait, dans les baskets du voisin. Ouais, c'est important, ça, de comprendre, de mieux comprendre l'autre, parce qu'on a tendance à croire que tout le monde est pareil que soi. Alors, c'est une grosse erreur. Et finalement, tu parlais de la perfection, là. Moi, je sais que j'ai pas ce. Moi, j'ai travaillé dans la banque comme toi, donc dans le travail, on le voit. Il y a ceux qui sont très carrés et puis ceux qui pas carrés comme moi. Et du coup, tu voyais, c'était très embêtant pour les personnes d'être comme j'étais. Et puis moi, je ne comprenais pas qu'on soit aussi tatillon, aussi qu'on refasse une procédure, alors que moi, c'était vas-y, c'est bon. Et voilà, comprendre qu'on a des fonctionnements différents pour justement Ouais. euh, être plus tolérant, mieux se comprendre, mieux vivre ensemble. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, l'énéagramme, c'est pas que mental. Là, je vous ai fait des descriptions mentales et c'est exactement pour ça que je forme pas comme ça, parce qu'en fait, on parle d'humains et on parle de gens où vous allez rencontrer 1000 personnes de profil 1 et les 1000 personnes seront différents. Par contre, vous retrouverez quand même des grandes tendances Mm. dans la posture, dans les mots, dans le débit, dans les gestes, dans la façon de se tenir. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on fait des panels de même personnalité, où là, ça saute aux yeux, ou quand on le fait que ce soit en visio ou en présentiel. Et c'est là où on se rend compte que, waouh, c'est quand même hyper puissant cet outil. Parce que moi, franchement, j'ai 33 ans. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je connais cet outil. Du coup, je l'ai même utilisé en entreprise. J'ai même vu. Et si à un moment donné, j'avais trouvé ça pas pertinent, si à un moment donné, je m'étais dit, ouais, non, en fait, quand même, il y a des trucs, ça me parle, et des trucs, ça me parle pas. Ça fait longtemps que je l'aurais laissé tomber. Et là, pour le coup, j'ai à chaque fois été bluffée. Je me dis, purée, mais c'est quand même dingue. On retrouve toujours sur les mêmes schémas, les mêmes polarités, les mêmes personnes qui sont dans des dilemmes et qui arrivent à s'en sortir. Et en fait, quand je regarde la figure de l'énagramme, je me dis, mais elle a tellement de sens en termes juste d'équilibre, en fait, juste quand on reprend le yin et le yang, en fait, le fait d'être en réceptivité ou le fait d'être plutôt dans l'action. Et en fait, sur les néagrammes, on le retrouve. Les collaboratifs, les individualistes, ceux qui sont plutôt, tu le disais, dans la procédure, ceux qui sont plutôt dans le lâcher prise, vas-y, on fait à l'intuition, à comment on le sent. Donc là, on retrouve plutôt les artistes ou les profils 7 et ceux qui sont plutôt mais on a toujours fait comme ça, parce qu'ils sont rassurés par le fait qu'on suive les règles, les procédures, parce qu'en fait, c'est la seule façon de bien faire ou d'être efficace. Ça dépend de la motivation. Mm. Et je voudrais juste sauter sur ce que tu viens de dire qui était hyper important, je trouve. Tu as dit on est tous uniques. Et c'est pour ça que l'énéagramme, c'est pas mettre une personne dans une case comme moi je l'ai entendu et tu as pu Mm. l'entendre. Donc on est tous uniques. Il y a pas de, t'as dit, il n'y a pas deux personnes pareilles. Et c'est important de le soulever. Et donc finalement, après, c'est lié aux peurs. C'est comme on connaît les 5 blessures de Lise Bourbeau. Oui, Et on a tous ces peurs-là. Et ça ne veut pas dire que même si qu'on est tous pareils, c'est simplement nos peurs qui font nos comportements. Et on peut avoir les mêmes comportements, en fait, et le même fonctionnement et les mêmes. C'est mm. ça, en fait. Ouais, en fait, moi, je trouve hyper intéressant quand on fait des panels, quand on fait venir, par exemple, je sais pas, un panel de 7 et qu'on pose la question, OK, qu'est-ce qui a fait que vous êtes reconnu dans la base 7? T'en as qui vont dire, ah là là, mais moi, c'est tout de suite quand ils ont parlé de la peur de l'enfermement, le fait que je supporte pas les contraintes, le fait que, en fait, bah, moi, j'ai intuitivement, en fait, instinctivement comme ça, j'arrive à transformer tout de suite, à faire du compost, en fait, avec ce qui m'arrive. Et il y a comme un mécanisme, et tu retrouves un peu les mêmes lois chez tous les profils 7 qui vont parler, comme cette facilité à rationaliser, à se raconter les choses au filtre de quelque chose de plaisant, parce qu'en fait, c'est tellement dur pour eux de rester dans le dur que tout de suite, en fait, tu vois, par exemple, j'ai connu un profil 7 qui me dit, bah, tu vois, ma grand-mère, elle est décédée, et en fait, j'ai décidé de regarder les choses sous un autre angle. Je suis content d'avoir pu la connaître pendant 75 ans. Et il y en a qui sont tristes juste de l'avoir, enfin, il y a plein de gens qui sont tristes de l'avoir perdu. Bah, moi, je suis content de l'avoir connue. Mais ça, tu vois, c'est un mécanisme qui est très 7. Ça veut dire que toutes les personnes qui pensent comme ça sont de base 7. Mais le 7, pour comprendre comment il fonctionne, par exemple, bah, c'est ça sur à peu près 80% des situations de la vie. Il pleut, ah, bah, c'est un super temps pour les grenouilles et les escargots. Quand tu entends ce genre de phrase, tu vois, tu te dis, ah, il y a quand même une habitude du cerveau et du système de pensée qui a été rythmé comme ça. Si tu entends un profil 4 parler,
on n'est pas sur on n'est pas sur les mêmes mots, on n'est même pas sur les mêmes intonations, enfin, c'est hyper marquant dans l'énéagramme et c'est pour ça que je serais curieuse, le jour où tu plonges vraiment plus dans l'énéagramme, que tu regardes dans les cours de yoga en termes de posture, les gens qui sont dans le centre instinctif, qui sont ancrés. Par exemple, les profils 8 sont très ancrés dans le sol. Les profils 1 vont être très ancrés, vont être très droits. Tu as des profils qui vont être plus voûtés, des profils qui sont plus en retrait, des profils qui sont très mentaux, qui vont te poser beaucoup de questions pour chercher à mentaliser quelque chose qui passe dans le corps. Et tout ça, en fait, ça se retrouve. Et tu verras que si tu as cette approche de l'énéagramme ou demain même d'autres choses, ça peut que enrichir ton approche parce qu'en fait, tu vas regarder les gens en disant, ah tiens, bah, peut-être que lui, c'est important que je le ramène vraiment à son corps, que je lui fasse ressentir vraiment ce qui se passe. Ou inversement, cette personne, elle est vraiment dans le cœur. Je sais que dans le yoga, il y a les ouvertures de cœur ou les ouvertures de hanches qui peuvent même libérer les émotions. Et moi, j'ai vu souvent des personnes qui sont dans le centre émotionnel et qui, en fait, quand ils faisaient les ouvertures de hanches, enfin, avaient les larmes vraiment faciles et tu sens qu'en fait, l'accès au centre émotionnel est beaucoup plus facile chez eux. Parce qu'en fait, c'est le terrain, tu vois, c'est le terrain sur lequel ils roulent tous les jours, quoi. Les chemins neuronaux dans le cerveau, ils sont hyper câblés là-dessus. Alors qu'un mental, souvent, il va essayer d'expliquer son émotion, ce qui rend dingue les émotionnels. Mais l'émotion, ça s'explique pas. Ça n'analyse pas, ça se vit. Et du coup, ma question, elle est comment connaître son type d'énéagramme? Parce que là, tu parlais de souffrance, justement, parce que moi, c'est un sujet depuis petite. C'est pour ça que aussi j'aime beaucoup le yoga, puisque, comme je l'ai dit au début, le but du yoga, c'est de se libérer de la souffrance. Mhm. Moi, j'ai cette peur d'enfermement due à mon enfance. Mais du coup, est-ce que, voilà, comment, ouais, ma question, c'est comment être sûr d'être, parce que voilà, on peut se dire, se reconnaître dans un profil, mais c'est pas forcément le bon, peut-être. Ouais. Comment savoir qu'on est son véritable profil? Il y a des tests, Alors, c'est ce que je disais. En fait, les tests sont très souvent faux pour la raison toute simple, c'est qu'on répond pas avec ce qui motive notre comportement. C'est un peu tarabiscoté de faire ça et un peu compliqué. Il y a un test qui est validé scientifiquement, qui est le test de l'Institut HPEI Belgique où je me suis fait former, qui est tenu par 2 psychologues et chercheurs et qui ont fait 20 ans de recherche sur l'énéagramme. Donc, autant dire que les gars, ils sont calés sur le truc. Et je vais revenir sur un truc qui est hyper important. En aucun cas, et là, et ouvrez tous vos oreilles, et ça c'est extrêmement important, en aucun cas, un coach ou un formateur ne doit vous révéler votre profil. Et ça, dans tous les bouquins, vous verrez qu'il y a une éthique au début. Vous ne devez jamais typer quelqu'un, puisque en fait, c'est la personne elle-même qui se connaît, qui vit dans ses baskets, qui choisit de vous raconter ce qu'elle a envie de vous raconter. Ce que vous pouvez faire en tant que thérapeute, coach, accompagnant, etc., c'est donner des pistes de réflexion. Souvent, ce qui se passe, et c'est comme ça que la certification se passe, on fait un entretien avec quelqu'un de 45 minutes, on lui pose tout un tas de questions pour essayer de sonder, est-ce qu'on est plutôt sur du 1, du 2, du 3, du 4, etc., blablabla. Et à la fin, on lui restitue 3 hypothèses. 3 hypothèses avec les profils qui sont à lire. Donc, par exemple, ça peut être, j'hésite entre le 3, le 4 et le 8. La personne repart chez elle, elle lit, elle revient en disant, OK, franchement, moi, ce qui me parle, c'est plutôt le 3 et le 8. On fait des questions de différenciation. Et à la fin, c'est la personne qui, en s'observant, dit, OK, je me reconnais dans le 3. Et si elle se trompe, en fait, c'est pas grave puisque son chemin, c'est de s'observer et de regarder au filtre de l'énéagramme si ça joue pas. Et moi, en formation, jamais, 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 vous m'entendez dire, ah bah voilà, oui, non, mais toi, évidemment, enfin, c'est évident. Non, parce qu'en fait, déjà, ça prive la personne de cette découverte, de cette observation qui est tellement importante. Parce que si la personne, elle sait que vous êtes coach, vous êtes formateur, ben vous avez cette posture d'autorité. Elle vous donne cette posture d'autorité de vous êtes le sachant, donc si vous lui dites un truc, vous avez raison. Et peut-être qu'elle va pas le remettre en question et elle va s'identifier à un profil en disant ah bah on m'a dit que j'étais 7. Cool. Bah ouais, c'est vrai, puis elle va le valider en allant valider tous les trucs dans ses comportements qui ressemblent au 7. Hop, je m'enferme, je m'identifie. C'est tout l'inverse de l'énéagramme, tout l'inverse de ce que prône l'énéagramme. Et donc, c'est contre-productif. L'idée, c'est que la personne, même si ça prend 3 mois, même si ça prend 6 mois, c'est pas grave. Parce que j'ai envie de dire à chaque fois, je leur dis, c'est le meilleur moment. Vous savez pas. Donc, vous avez votre cœur grand ouvert, les écoutilles grandes ouvertes en formation.
Et c'est pour ça, moi, quand je forme avec les panels, ils regardent le panel 1, donc ils sont hyper attentifs comme ça. Alors à la fin, ils font, ouais, non, ça c'est pas du tout moi. Ou peut-être un peu. Ok, bah tu notes de 1 à 10 à combien ça te parle. Après, il y a les 2. Ah ouais, alors le 2, c'est carrément, ouais, plus moi. Ok, d'accord. Donc du coup, voilà, tu le mets. Et du coup, à la fin des 9, souvent, il y en a qui sont paumés. Ou alors, il y a eu une révélation, qui sont mis à pleurer, qui disent, oh, ah, mais là, c'est carrément moi, mais on aurait dit qu'il parlait de moi, qui était dans mon salon, et ça crée un champ. Et tu sens tout de suite quand ça vient toucher, en fait, en plein cœur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, quoi, quand le prof, il a parlé du 7 et de son enfance et de comment il se construit petit, son lien à sa maman, etc. Moi, je me suis effondrée en larmes. J'ai dit, mais oui, mais bien sûr que c'est ça, et ça m'a paru évident. Et le fait que ça prenne peu ou beaucoup de temps, on s'en fout. Et puis même si on se trompe au début, c'est pas grave. C'est le chemin de la découverte de soi. Ouais, ça rejoint le yoga, c'est vraiment l'observation de soi et justement de s'observer, voilà, observer ses comportements, ses pensées, comment on pense, parce que c'est des fois, c'est nos pensées aussi nos fonctionnements vraiment s'étudier pour permettre de se trouver. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que personne de mieux que nous-mêmes qui vivons dans notre tête, dans notre corps, c'est mieux qui on est. Oui, parce qu'en fait, tu vois, vraiment, je peux te le dire, quand il y a j'ai été dans une école il y a 2 ans, une école, je vais taire bref, pour me former à une approche. Et là, les personnes ne savent pas que je suis formée à l'énéagramme. Me pose pas la question d'ailleurs. Et à un moment donné, je suis en train de faire une pratique devant tout le monde et la personne me dit, oh, oh, mais toi, t'es un 2 en énéagramme. Et là, la violence du truc, je fais non. Et en fait, quand bien même, enfin. Et donc la personne a pris ce que j'étais en train de dire, la phrase que j'étais en train de raconter, pour définir quel était mon profil de personnalité. Donc à la pause, je dis voilà, alors premièrement, je suis pas de profil 2. Deuxièmement, c'est hyper violent en fait de faire ça. C'est habituel chez vous de. Bah, évidemment, tu as vu ce que tu racontais, évidemment que t'es profil 2, enfin voilà, alors, je connais très bien l'énéagramme et rien à faire, la personne butée à vouloir me faire rentrer là-dedans en trouvant tous les arguments qui faisaient que. Et honnêtement, j'ai trouvé ça tellement violent que je me suis dit, mais jamais de la vie, je peux, enfin, même si de toute façon l'éthique le fait que on le fait pas, mais je me suis dit, mais waouh, au nom d'un chien. Et si j'avais donné du crédit à cette personne, en fait, je partais sur un postulat complètement faux parce que je lui donne du crédit, parce que c'est dit avec tu sais, tu sais, un argument, genre voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, la personne a l'air sûre d'elle, bon bah ok, bon, pourquoi pas? En fait, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Et quand je vois quelqu'un faire ça, je peux t'assurer que là, tu peux me voir très en colère. Parce que c'est vrai que je suis très attachée à cet outil-là. Et pour moi, c'est extrêmement important de le traiter avec respect, de l'utiliser comme il a été transmis. À la base, c'est une transmission orale. Et après, ça a été traduit, donc écrit. Hélène Palmer, elle l'a traduit en écrit, en livre. Donc ça s'est transmis par écrit. En formation, aujourd'hui, il y a des gens qui forment à la tradition narrative. Donc le formateur raconte les bases de l'énéagramme et c'est une formation classique. Et il y a la tradition orale, comme je fais, où ce sont des panels et des gens qui viennent se raconter. Et je trouve honnêtement que cette approche, elle est, on va dire, la plus authentique, la plus vivante et la plus vraie, parce qu'en fait, ce sont les gens qui se racontent. Et donc, il n'y a pas le filtre du formateur qui vient ajouter ses mots, son débit, son ton, son rythme. Et je trouve que c'est la manière aujourd'hui, la plus noble. Enfin, moi, c'est ce qui a vraiment changé ma vie quand j'ai assisté à des panels et quand j'ai vu les vrais gens parler. J'ai fait, waouh! J'ai pris je pense que c'est la plus grosse claque de ma vie que j'ai prise, c'est en me formant comme ça. C'est comme si ça avait mis les choses, tu sais, en 3D avec de la couleur, avec de la sensation, avec du relief. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, cette approche, elle est vraiment très importante et essentielle. Hmm. Après, oui, c'est un travail parce que c'est pas évident, parce que là, tu nous as défini un peu les 9 types, et c'est vrai qu'on peut se retrouver un peu dans chacun. Mhm. C'est vraiment pas évident de savoir réellement le type prédominant, en fait. En fait, ça dépend pour qui. Tu as des personnes qui vont se retrouver un peu partout. Et d'ailleurs, ça donne une indication sur leur profil. Et tu as des personnes pour qui ça va être très clair et c'est souvent les mêmes profils.
Il y a des profils, par exemple, je te donne le profil 8, très souvent, il leur faut 2 minutes pour trouver, parce que c'est un profil qui est quand même très marqué, tu vois, c'est très tranché, en fait. Mm. Et donc, tout de suite, en fait, c'est, ah bah, oui, mais évidemment, ça c'est moi. Et pour eux, souvent, c'est plus rapide et d'ailleurs, c'est marrant parce que une des modalités, c'est que ce sont des gens qui sont plutôt dans le fait tu vois, il y a de l'action, quoi. Genre, bam, on fait une description, paf, ok, c'est bon. Et donc, ça dépend vraiment. Il y a pas vraiment de règles. Mm. Et Mais oui, après, c'est pas évident. ouais, En- ma en- question, c'était par rapport justement à ce que je te l'avais dit avant, c'était quand tu as comme moi eu l'impression d'avoir plein de vie dans ta vie et donc plein de fonctionnements, de comportements différents, sorte de passer vraiment, j'ai pu à un moment donné, par exemple, être vraiment le chef, leader, à d'autres moments être l'aidant, ou euh, dans d'autres encore. Est-ce que, non, on a vraiment, comme tu disais, il y a vraiment oui, une parce qu'en fait, barre. peut-être que ce qui motivait tes comportements à chaque fois, c'était peut-être la même chose. Peut-être que c'était la peur de l'enfermement. La peur de pas être libre. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, bah voilà, moi, oh là là, l'enfermement, la liberté, ça Ah m'a bah oui, parlé. ouais, c'est... Et peut-être que dans tous ces comportements, le fil rouge, c'était effectivement, voilà, la peur de l'enfermement, la peur d'être privé de la liberté, la frustration, la peur de la souffrance. Peut-être que c'est ça qui lidait tous ces mêmes comportements. Et je le rappelle et je le remonte, c'est extrêmement important. Mm, Tous les liens qu'il y a dans la figure font que c'est ça, en fait, qui amène la richesse et la complexité. Puisqu'en fait, si tu es sur une polarité, je te donne un exemple, par exemple le profil 7, il a une polarité dans le 5 et dans le 1, et il suffit qu'à un moment donné de la vie, il y ait, peu importe, un événement, bien ou moins bien, bah, tu peux aller dans ta polarité, tu peux y rester un moment et avoir des comportements qui peuvent être très liés à cette polarité-là. Et c'est en ça que c'est super riche, l'énéagramme. C'est que si je te fais faire un test et que tu viens de vivre un drame et que à la base c'est 7 et que là en fait tu es en train de me faire du 1 à fond les ballons en mode bien désintégré, ton test il va sortir 1. Du coup, on va travailler sur le profil 1. On va regarder un 1. Je vais me fier qu'au test. Donc, en fait, je vais même pas être en lien et t'écouter vraiment. Et on va regarder, on va dire, bon, voilà, tes profils 1, blablabla. Ok, très bien. On passe complètement à côté du truc. mm, C'est pour ça que il y a plein de questionnements à avoir et parfois, en 45 minutes, c'est trop court et il faut refaire une séance et revenir sur, tu vois, quand tu étais petit, est-ce que tu as des souvenirs? Et même ça, c'est compliqué parce que quand on est petit et les souvenirs qu'on a quand on est petit, c'est l'histoire qu'on se raconte à l'égard des souvenirs, comment on se souvient, de la manière dont on s'en souvient. Donc, toujours méfiant, c'est-à-dire je prends un peu d'informations là, un peu comme ça, un peu comme ça. Et l'observateur intérieur, de toute façon, il y a que, j'ai envie de te dire, il y a que ça de vrai. mm, C'est qu'est-ce qui fait que j'ai ce comportement? Tu vois, ma réactivité. Et je vais te donner un truc. J'ai lancé un concours sur les réseaux sociaux. Parce que je fais des vidéos où je mets les 9 t-shirts. Je fais des petites vidéos rigolotes dans lesquelles je mets en scène les profils de l'énéagramme. Quand j'ai commencé à mettre les profils de l'énéagramme en scène, donc qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'il y a des profils qui étaient plus compliqués que d'autres à jouer. Et ceux qui étaient compliqués à jouer, bah, c'est des profils qui sont très peu développés chez moi. Qu'est-ce que ça renseigne aussi? Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est, ah là là, ben, finalement, ton profil, il se voit quand tu joues. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Même dans des vidéos courtes, notre réactivité première revient. Je suis quelqu'un qui parle vite. Si je dois jouer un profil qui parle lentement, qui a un débit lent, qui est plutôt en retrait, ben, il y a un moment donné où ma réactivité, elle revient. Et quand j'ai lancé ce concours, j'ai demandé aux gens, bah, prenez un t-shirt, mettez-vous en scène pour tenter de gagner votre place en formation. Qu'est-ce qui s'est passé systématiquement? S'ils me jouaient un profil qui n'était pas leur profil de base transpirait. C'était inévitable avec des mots. J'ai un exemple, il y a une personne qui m'a joué le perfectionniste pour rigoler, parce que sa conjointe est perfectionniste. Comme il m'a dit, ah, c'est trop drôle, je vais faire le perfectionniste. Et moi, le profil de la personne, je la connais, ce qu'elle est mis en formation, elle est profil 6. Et donc, elle n'a pas arrêté de me dire des mots très, 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 très 6. Mais dans son vocabulaire, en fait, ça transpirait, ça se traduisait. Et je trouvais ça tellement drôle parce que je me suis dit, mais en fait, même quand on se dit, ah, bah, tu vois, je suis en train de jouer, je suis en train de jouer un personnage,
la réactivité, elle se voit. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être un bon moyen d'arriver à trouver le type de la personne. Si je donne les 9 t-shirts, allez-y, jouez. Et je pense que ça pourrait même être l'idée d'un atelier, c'est-à-dire se mettre en scène avec les t-shirts de l'énéagramme et sentir quelles sont les bases qu'on a du mal à jouer, quelles sont les bases dans lesquelles on est à l'aise à jouer, quelles sont les bases qu'on n'est naturellement pas, mais qui nous font trop du bien et vers lesquelles on pourrait aller parce que purée, quand on les joue, ça nous fait trop du bien, ça nous libère. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. À voir. Ouais, en tout cas, d'ailleurs, merci pour tes vidéos parce que c'est comme ça que je t'ai connue et c'est juste génial parce que moi qui suis très visuelle, donc déjà, il y a la couleur des t-shirts avec les chiffres et donc du coup, tout de suite, moi qui étais novice en termes d'énéagramme, tout de suite, hop, je l'ai intégré, je l'ai assimilé, je l'ai compris tout de suite avec ouais, les t-shirts et puis la façon ludique, la façon ouais, pleine d'humour des vidéos en plus. Donc c'est vraiment un plus, je trouve ça génial pour les personnes comme moi ouais, qui sont très visuelles. En une seule vidéo, hop, on a assimilé, on a compris les 9 types. Hein. Et puis surtout, en fait, derrière ça, il y a aussi l'idée de... Caricaturé, mais bon. Ouais, mais en fait, alors oui et non. En fait, j'aimerais revenir là-dessus parce que oui, je caricature. Et non, je caricature pas parce que tout ce que j'utilise, c'est vrai. Et je répète, toutes les anecdotes que je mets dans mes vidéos sont vraies. Et j'ai tourné des vidéos, j'ai une comédienne qui s'est prêtée au jeu, qui a tourné les 9 profils de l'énéagramme qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. Et il y a des gens qui nous ont dit, oh là là, mais celui-là, vous l'avez chargé, vous avez vu ce que vous lui faites dire ou ce que vous lui faites faire. Mais tout ça est vrai. Donc, ça existe dans une même base de personnalité. Regardez, si je prends par exemple la base 8, on a Mère Teresa et Vladimir Poutine. Bah ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une même motivation, on peut avoir des comportements complètement différents. Pour le coup, en fait, un excès de pouvoir et on devient un dictateur. Et pour le coup, elle, en fait, sa force et son pouvoir, elle a décidé de les mettre au service d'une cause noble et au service des opprimés. Et d'une certaine manière, en fait, un dictateur, il pense être dans son bon droit aussi, quand il fait ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est pour ça moi, je trouve intéressant l'énéagramme, c'est de voir à quel point, quand on est tellement désintégré et quand on est tellement dans son ego, voilà, quand j'ai envie de dire, quand on passe en force et qu'on devient un dictateur, voilà ce que ça peut donner. Et ça, l'énéagramme le cartographie. Et moi, je trouve que c'est super bien. Il y a même des psychiatres qui ont fait des liens en disant, bah voilà, si par exemple un 7 ou un 3 qui a pas trop de mal à parler de lui, qui peut être plutôt, on va dire, dit narcissique, et ben effectivement, poussé à l'extrême, ça peut donner du narcissisme. Poussé à l'extrême, ainsi, ça peut donner par exemple quelqu'un qui peut être paranoïaque. Poussé à l'extrême, un 4, ça peut devenir quelqu'un de je sais plus comment on dit, maniaco-dépressif. Poussé à l'extrême. Et donc les psychiatres, ça, on dit, ah, bah, c'est intéressant parce que quand on prend les profils énéagrammes, on peut arriver au trouble DSM. L'idée, c'est pas de faire des caricatures par rapport à ça, mais c'est de voir à quel point, quand on est au top de notre, j'ai envie de dire, au top de notre forme, quand on est dans la meilleure version de nous-mêmes, et quand on est dans la pire version de nous-mêmes, dans le même profil, ça peut donner des colorations complètement différentes. Et donc l'idée, quand on prend un t-shirt et qu'on caricature et qu'on fait un peu le clown, c'est de prendre un peu les défauts ou les traits qui sont un peu marqués, de les mettre en exergue, mais en aucun cas c'est de se moquer ou de caricaturer méchamment. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, bon bah on a tous connu quelqu'un qui est un petit peu à cheval sur les principes, qui est un petit peu trop dans l'ingérence, qui est un petit peu trop dans le fait de vouloir se montrer, qui est un petit peu trop. Et donc l'idée c'est de rigoler et surtout de vulgariser un peu l'énéagramme, de le faire connaître, et même à des gens qui connaissent pas en fait. Parce que finalement, même si tu connais pas l'énéagramme, la vidéo, elle peut te parler quand même. Ouais. Donc, ouais, on a vu pourquoi l'énéagramme était intéressant pour soi, aussi pour les autres, pour comprendre mieux quand on est coach, thérapeute, ou ça peut nous aider aussi. Tu as dit dans le cadre du yoga, là, je peux, par rapport aux postures des gens. Et du coup,
Bah là, je pense qu'on a bien fait le tour. J'ai regardé, il n'y avait pas de questions, chers auditeurs. Je pense Non, on je a crois tout le pas que monde. j'ai vu de questions. Non, 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 c'est moi. Ouais. Voilà, donc si je voudrais, ou pour les auditeurs ou moi-même, envie d'approfondir envie de plus découvrir, là j'ai découvert un petit peu, mais plus approfondir l'énéagramme. Donc je sais que tu fais des formations, tu proposes des formations en présentiel, mais aussi en ligne. Ouais, alors j'ai une formation en ligne qui démarre le 18 octobre sur 10 mardis. Et en fait, bah, la formation, elle se passe, j'utilise la tradition orale, c'est-à-dire que elle est sur 10 mardis, vous allez découvrir les 9 types de personnalités parce que j'invite des personnes qui sont formées et certifiées, qui connaissent leur profil et qui viennent parler de leur base. Donc, on commence par les centres émotionnels. Donc, les profils d'eux viennent se raconter, etc., raconter tout un tas d'anecdotes. Donc, moi, j'interviens en qualité d'animatrice, poser des questions, rebondir, etc., pour que les apprenants comprennent ce qui se joue et puissent aussi poser leurs questions. Donc, c'est interactif, c'est vivant, c'est ludique. Et puis après, bah, il y a aussi l'aspect derrière, bien évidemment, où j'apporte un petit peu du contenu sur qu'est-ce que ça peut donner, un profil 2 qui est comme ci ou qui est comme ça. Donc, il y a quand même de l'apport théorique, mais principalement, je participe à une formation où les gens viennent se raconter et donc on s'ennuie pas. Mm. Et du coup, ça peut être bien aussi parce qu'on a tendance à vouloir se voiler la face. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que j'ai beaucoup grandi et je me suis beaucoup développée à aller voir dans mes parts d'ombre, justement, les côtés cachés qu'on se refuse de voir, hein, justement, les défauts. C'est pour ça que des fois, avec l'énéagramme, on voit justement ces défauts. C'est ah bah non, c'est pas moi, je suis pas comme ça. C'est un peu Mm. la première réaction. Et justement, nous permettre voilà, d'aller dans ces zones qu'on n'aime pas, de défauts. Et puis, ça nous permet vraiment, je trouve, hein, on fait un bond en avant après travailler sur soi et pouvoir justement. Parce que souvent, en plus, parce que souvent, nos défauts, finalement, ils ne nous servent pas, ils nous desservent dans la vie. Donc, ça permet non seulement de s'améliorer, mais de mieux vivre pour soi et avec les autres aussi. Mm. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est hyper intéressant quand tu vois même le rapport au temps qu'ont certains profils. Les profils, c'est j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps, je suis toujours pressée, et puis super, en fait, tu vas faire un burn-out à 45 ans, tu seras content. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es pressé? Qu'est-ce qui fait que tu as ce besoin d'efficacité? Tu cours après quoi? Enfin, c'est quoi le truc derrière? Tu vois, par exemple, le 7, il est rarement dans le moment présent. C'est sans arrêt la fuite dans le futur. Mais ok, mais qu'est-ce que tu gagnerais à être dans le moment présent? Peut-être à même plus kiffer, en fait, finalement. Et en fait, quand tu regardes aussi le rapport au temps, il y a plein de choses, en fait, que tu peux faire avec l'énéagramme. Leur manière de manager, leur manière de gérer leur temps, leur manière d'être parent, leur manière d'être entrepreneur. L'autre jour, là, je suis intervenue sur le salon de l'entrepreneur et j'ai raconté, en fait, bah, si tu es entrepreneur en base 1, en base 2, ce à quoi tu dois faire attention. Parce qu'évidemment qu'on va pas tomber dans les mêmes pièges en fonction de notre base de personnalité. Donc voilà, donc oui, vous pouvez me retrouver à partir du 18 octobre en formation en ligne, en live. Et puis en attendant, si vous avez juste envie de rigoler ou d'apprendre, il y a les podcasts que je mettrai en lien, les podcasts que j'ai fait pour la radio RTL Belgique. Pareil, j'ai invité des personnes qui sont venues témoigner sur leur base de personnalité. C'est pas moi qui ai raconté à leur place. Ces podcasts, on peut les retrouver sur ton site internet, c'est ça? Ouais, sur www.cecileflora.com. Et on peut les retrouver sur le site d'RTL, sur Spotify. Vous tapez Enneagramme, c'est le premier truc qui sort. Et puis pour rigoler, bah, vous pouvez venir regarder les vidéos. Et puis peut-être que Wendy, elle va se prêter au jeu et peut mettre un t-shirt et participer au concours. On sait pas. On sait pas, peut-être. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Simplement, on parlait du temps. Non, moi en plus, j'ai appris à prendre le temps. Vraiment, moi, je suis beaucoup j'étais hyper speed et tout, et moi, j'ai un petit peu trop tendu dans le lâcher prise, laisser aller total et besoin de vraiment prendre mon temps. Mais ouais, là, actuellement, ça va être un petit peu short. Mais Mais délègue. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une jeune fille qui doit avoir 11 ans qui m'a fait une vidéo sur les 9 rentrées et les 9. Comme idée, je vais dire. Je suis Donc embauchée. tu peux déléguer à tes enfants la vidéo. Ouais. C'est possible. Ah ouais, ah, intéressant. À voir.
Voilà. Alors, quelle heure? Bah oui, on a largement fait plus d'une On a heure. largement fait le taf. On a bien fait le tour. Je pense que les personnes ont bien compris plus ou moins ce que c'était l'énéagramme, cet outil qui est juste génial, je trouve, pour vraiment permettre de mieux se connaître, pour, aussi pour sa vie perso comme professionnelle, en fait. Ça peut Ah, complètement mais tous les domaines de vie, enfin, aider j'ai envie de dire. pour trouver, exprimer son plein potentiel, pour voilà, bien répondre à... Être dans la joie d'être soi, parce qu'en fait, il y en a plein qui subissent leur personnalité, qui disent, oh là là, mais moi, je suis comme ça, mais c'est génial, en fait, comme tu es, c'est génial. C'est juste parfait, c'est juste comment tu le canalises dans la bonne direction et comment tu vas avec le véhicule avec lequel tu te meus depuis que tu es tout petit. Parce que justement, en fait, si tout est parfait, il y a juste à faire converger les choses dans la bonne direction. Voilà. Voilà. Mm. Bon, et Donc, ben, bonne soirée à tous. ouais, Et on puis, va continuer. si vous voulez le regarder en replay et poser des questions, je serai là pour répondre avec grand plaisir. Voilà, donc on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, ton site, tes vidéos, elles sont juste sur ton profil, tes vidéos? Sur Instagram, Sur Cécile Instagram. Flora Perso. À voir, je vous le conseille, elles sont super, elles sont géniales. Moi, je trouve ça trop. Quoi, moi, j'aime beaucoup. Merci. Voilà, bah, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Sont assez restés timides hein, avec les questions. On en aura peut-être en replay. Donc Oui. voilà, voilà. Et ben merci à tous, merci beaucoup Cécile Bisous, Flora bisous. pour avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Très belle soirée à tout le monde. Au revoir.